Le 19h de Public Sénat, bonsoir à tous. Voici les titres de ce jeudi. Les engagements ont été tenus malgré quelques échecs. La défense, selon François Fillon, du bilan des 4 années de Nicolas Sarkozy. Pas de troisième campagne présidentielle pour Olivier Besancenot. Le facteur de Neuilly passe le relais. Barack Obama à Ground Zero, 4 jours après l'élimination de Ben Laden. Nous n'oublierons jamais, a lancé le président américain en rendant un hommage tout à l'heure à New York. C'était il y a tout juste quelques instants. Nous avons modernisé la France. Satisfait du Premier ministre qui avait donc été invité par Nicolas Sarkozy lui-même à monter au front. Mais le Premier ministre a introduit quelques bémols. Élise Cardi. François Fillon envoyé au front par Nicolas Sarkozy. Car le moment était venu de remonter le moral des troupes, inquiètes pour le moins par la situation du président dans les sondages. Un rendez-vous de 3 heures et dans le discours de clôture, François Fillon prend la défense de son président. Naturellement, j'entends les critiques à l'égard du président. Je veux dire qu'elles sont injustes et qu'elles sont souvent très basses. Le président de la République que je connais, celui que je côtoie depuis 4 ans, est bien éloigné des caricatures qui en sont faites. Mais alors qu'il fait le tour des réformes menées depuis 2007, vantant tour à tour celles des universités et des retraites, le Premier ministre reconnaît tout à coup des couacs dans le bilan et pas des moindres. C'est vrai, nous avons rencontré des obstacles. C'est le cas sur la croissance, sur laquelle nous avions bâti notre projet, et a fortiori sur l'emploi et le pouvoir d'achat. C'est le cas sur le bouclier fiscal qui n'a pas été compris en période de crise. C'est le cas sur la violence aux personnes qui est venue altérer notre bon bilan sur la sécurité. Échec sur l'emploi, le pouvoir d'achat, la sécurité, soit presque tous les arguments de campagne de Nicolas Sarkozy. Une reconnaissance d'échec lourde de sens à 1 an de la présidentielle. Christophe Borgel, secrétaire national du Parti socialiste, réagira à ce bilan qui a été fait aujourd'hui par le Premier ministre. Il sera notre invité dans quelques instants. Des critiques injustes et souvent très basses, a donc dit François Fillon, celles qui visent le chef de l'État selon lui. Eh bien justement, le réquisitoire de son ancien ministre Hervé Morin, l'ancien ministre de la Défense il y a quelques mois encore, le président du nouveau centre dénonce dans un livre l'exercice du pouvoir brutal, outré et parfois indécent du chef de l'État. Il fustige ses comportements de petit garçon et le traite de girouette quand il s'adresse à des catégories de Français sans souci de cohérence globale. Olivier Besancenot ne sera pas candidat une 3e fois à la présidentielle. On le savait réticent à l'idée de s'installer dans le rôle de l'éternel candidat de l'extrême gauche. Mais l'ex-porte-parole du NPA a vu sa cote baisser avec l'émergence de Jean-Luc Mélenchon ces derniers mois. Sandra Cerquera. Il a quitté son poste de porte-parole il y a 3 mois. Cette fois, Olivier Besancenot jette l'éponge pour 2012. Alain Krivine, l'un des fondateurs de la LCR, a formé le facteur de Neuilly. Il aurait aimé une 3e candidature. Sa crainte que le NPA ne se fragilise davantage. Depuis plusieurs mois, le parti anticapitaliste traverse des moments difficiles avec le départ de nombreux militants. Électoralement, je crois que c'est clair que ça ne nous aide pas qu'Olivier ne soit pas candidat. Sur le plan électoral, typiquement électoral, maintenant, on n'est pas fondamentalement un parti qui vit avec les élections, qui pense qu'aux élections, comme la plupart des autres partis. Maintenant, il faut trouver 500 signatures. C'est vrai que c'est plus difficile, si c'est pas Olivier, de trouver les 500 signatures. Bon, on va y arriver, mais ça veut dire qu'il faut démarrer tout de suite. Le parti se réunira dans 15 jours pour proposer un autre candidat. Certains aimeraient que ce soit une femme, pourquoi pas l'une des 2 porte-paroles. Mais privé d'une personnalité connue, le NPA se trouve face à un dilemme. Doit-il préserver son autonomie quitte à réaliser un petit score ou s'allier au front de gauche et profiter de la notoriété de Jean-Luc Mélenchon ? Certains au NPA seraient tentés par un rapprochement, mais les partisans de Besancenot défendent une toute autre stratégie. On est contre aller dans un gouvernement, dans les conditions actuelles, avec le PS. Or, c'est pas l'attitude du PC et du front de gauche. Eux, ils se préparent, avec certaines conditions qui, à mon avis, n'en sont pas, de retourner, refaire l'union de la gauche au gouvernement. Ça, nous, il n'en est pas question. Pour l'instant, le Parti communiste ne veut pas entendre parler d'alliance. Avec le départ d'Olivier Besancenot, c'est tout le jeu de l'extrême gauche qui se retrouve bouleversé.
Colère et tristesse des familles, des victimes de l'hormone de croissance. La Cour d'appel a relaxé aujourd'hui les 2 prévenus, un ancien directeur de l'Institut Pasteur et une ex-pédiatre. Ce drame sanitaire qui a fait 120 morts n'a donc pas de responsable. Les associations entendent se pourvoir en cassation. Autre scandale sanitaire, le Mediator et ses 500 à 2000 morts. L'antidiabétique du laboratoire Servier laisse également un important préjudice financier, quelque 1,2 milliard d'euros à la sécurité sociale en 30 ans de commercialisation du médicament autorisé. Pour le ministre de la Santé, Xavier Bertrand, Servier aura de quoi largement indemniser les victimes. Sophie Normand. La sécurité sociale a fait ses comptes et la facture a été plutôt salée. Pendant les 33 ans de la commercialisation du Mediator, l'assurance maladie a déboursé 1,2 milliard d'euros, 879 millions pour le seul remboursement des boîtes, 315 millions pour la prise en charge des complications liées aux médicaments et l'addition pourrait s'alourdir. Ce médicament, il a été mis 35 ans dans le commerce. Je pense que le nombre d'accidents graves sera sensiblement supérieur à ce qu'on craint et dès lors, ce ne sera plus une question d'1 milliard. Selon les estimations de l'assurance maladie, 1750 patients ont subi une intervention chirurgicale cardiaque liée à la prise du Mediator. Des estimations qui ne prennent en compte ni le coût des arrêts de travail, ni les primes d'invalidité, ni même les consultations ou les échocardiographies consécutives à l'envoi d'un courrier par l'agence du médicament aux 663 000 consommateurs du Mediator. Il y a une responsabilité sans doute du laboratoire, mais il y a aussi une responsabilité de la police sanitaire qui était chargée de surveiller ce médicament et de l'évaluer. Pour l'État, un seul coupable, le laboratoire Servier, c'est à lui de payer la note. Ces sommes qui ont été engagées par la sécurité sociale, je m'en suis entretenu avec l'assurance maladie. L'assurance maladie va aussi demander le remboursement. Une déclaration qui intervient au moment où les laboratoires Servier confirment disposer dans leur caisse d'une réserve de 2 milliards d'euros. Le Sénat souhaite le regroupement de toutes les activités du Parlement européen à Strasbourg. Une résolution a été votée à l'unanimité. Elle vise à contrecarrer en fait un amendement britannique qui veut supprimer des sessions dans la capitale alsacienne. Repêchage inédit et épineux d'un premier corps d'une victime du vol Rio-Paris d'Air France. La dépouille, restée immergée 2 ans durant au fond de l'Atlantique, a été remontée à la surface. Une identification par l'ADN va être tentée. La suite du 19h, l'effervescence à gauche, la mobilisation à droite et au gouvernement 2012 approche. Avec nous, Christophe Borgel, bonsoir, secrétaire national du Parti socialiste. Avec nous également François-Michel Marty, directeur de l'Institut de sondage Via Voice, et Michael Zamès de Public Sénat. Vous avez suivi la démonstration donc, de François Fillon aujourd'hui, affaire de style personnel sans doute, en tous les cas. Nicolas Sarkozy lui avait demandé de défendre son bilan, il l'a fait, mais il ne l'a pas survendu, comme on dit. Il n'a peut-être pas tort, puisque c'est une preuve de réalisme. Un sondage TNS Sofres indique que 17% seulement des Français jugent que le bilan est plutôt positif. Oui, et en fait, on a assisté à une sorte de mea culpa du Premier ministre, alors qu'on l'attendait sur la défense de ces différentes réformes. Alors oui, il y a eu un panégyrique de quasiment toutes les réformes, mais on ne retiendra ce soir finalement que ce qui n'a pas fonctionné. Les obstacles cités par François Fillon concernant la croissance, concernant l'emploi, le pouvoir d'achat et ce fameux bouclier fiscal qui était tant voulu par Nicolas Sarkozy et qui finalement a été un échec. Alors, François Fillon, qu'a fait François Fillon? Est-ce que c'est une erreur de communication? Est-ce que c'est un fait voulu de sa part? Et moi, je me dirigerais plutôt vers un fait voulu de sa part. Quand même, oui. Oui, pourquoi? Parce qu'il y a une stratégie chez François Fillon, c'est celle de la sincérité. Vous vous rappelez peut-être que Nicolas Sarkozy avait dit durant sa campagne « Je ne vous mentirai pas ». Eh bien, François Fillon l'a fait avec des accents de vérité, de modestie, de sincérité. C'est ce qu'il a voulu dire dans sa conférence de presse. Alors, il faut peut-être voir dans ces accents de sincérité et ce fameux mea culpa, une stratégie en vue de l'après-2012. Bon, très bien, merci Michael. Alors, Christophe Borgel, la gauche évidemment tape comme un sourd sur le bilan de gouvernement. Est-ce que François Fillon n'est pas plus honnête quand il vante des résultats mais reconnaît également des échecs? Mais le Premier ministre n'a pas reconnu simplement des échecs, excusez du peu, la croissance, l'emploi, le pouvoir d'achat, et les questions fiscales, puisque, même si c'est dans une formule un peu étonnante,
Il indique en ces temps de crise, les Français n'ont pas compris le bouclier fiscal. Ils l'ont parfaitement compris. Ils l'ont rejeté comme le symbole de l'injustice de la politique de ce gouvernement. Vous avez entendu un Premier ministre argumenter dans votre sens aujourd'hui? J'ai entendu un Premier ministre laborieux qui était confronté à un exercice impossible. Les sondages l'indiquent, cette politique est rejetée par les Français. Et ce que nous entendons tous les jours sur le terrain, ce que nos élus nous indiquent, c'est ce rejet par les Français. Ce qui m'inquiète, c'est que dans toute une partie de son intervention, dans les attaques portées par rapport au Parti socialiste, le Premier ministre montrait que le gouvernement est rentré dans la campagne électorale. Il reste un an avant les élections présidentielles. Il y a encore des tas de choses auxquelles notre pays, auxquelles les Français vont être confrontés. Et je crois que le gouvernement, le président de la République, les ministres seraient bien avisés de se concentrer sur les problèmes du pays, de redresser certes la barre de leur politique, mais donc on a une intervention à la fois laborieuse et qui montre que cette année, indiquée comme devant être une année utile par le président de la République au moment de ses vœux, va être pour le gouvernement, et ce qui est inquiétant, au vu des problèmes des Français, une année préélectorale. Alors vous dites que vous entendez, quand vous promenez en France, quand vous sondez l'opinion, vous et vos élus, vous entendez effectivement le rejet de la politique suivie par le gouvernement. Est-ce que vous sentez une adhésion pour la gauche? Je crois que les Français sont en train de voir que, patiemment, sous la houlette de Martine Aubry, le Parti socialiste a préparé cette alternative pour 2012. D'abord en faisant un travail de rassemblement. Puis nous avons été confrontés à un certain nombre d'échéances électorales essentielles parce qu'elles indiquaient qui allait diriger les choses dans nos territoires. Et puis enfin, nous nous sommes attaqués au lancement du projet. Vous savez que tout au long du mois de mai, nous allons organiser plus d'une centaine de réunions dans tous les départements de dialogue avec les Français autour du projet du Parti socialiste, que le Premier ministre d'ailleurs a cherché à caricaturer. Il indiquait l'objectif des socialistes, c'est de faire baisser la note de la France et d'empêcher la réduction du déficit. Je voudrais juste rappeler que dans les marges de manœuvre budgétaires que nous indiquons pouvoir dégager, nous avons dit que la moitié, sur 2 € dégagés, 1 euro sera consacré à la réduction des déficits. Sur votre volonté de repousser en fait l'engagement français de ramener les comptes à l'équilibre, en tous les cas dans les 3% autorisés. Oui, mais la question c'est de savoir si... C'est une volonté du Parti socialiste. Oui, parce que nous pensons qu'il faut chercher à tenir les deux bouts, à la fois la réduction des déficits et en même temps la capacité à rendre la politique actuelle plus juste, la capacité à répondre aux problèmes que pose la crise. Avec le danger que cela alourdisse effectivement le poids de la dette si la France perd sa fameuse note AAA. Honnêtement, d'abord on n'en est pas là. Et deuxièmement, je sais bien que l'idée de ce gouvernement, c'est en tout sujet, en tout point, agiter les peurs vis-à-vis du pays. Mais quand on voit à quel point la dette et les déficits se sont alourdis sous la présidence de Nicolas Sarkozy, je ne suis pas sûr que l'UMP puisse nous donner des leçons. Alors, François-Michel Marty, comment jugez-vous l'exercice donc du Premier ministre aujourd'hui? C'était difficile effectivement pour lui d'aller contre le ressenti des Français. Mais en même temps, quand on lit l'interview du chef de l'État dans l'Express, il n'y a pas vraiment de bémol quand il défend son bilan de son côté. Oui, je crois que c'est surtout révélateur des tensions au sein de la droite, en réalité. C'est-à-dire que le bilan, on en a plusieurs mesures. Aujourd'hui, on a près des 3/4 des Français qui estiment que le bilan Sarkozy est négatif depuis 2007. On a aujourd'hui effectivement une partie de l'UMP, la plupart, qui fait la promotion des mesures qui ont été prises. Ce qui est quand même frappant, c'est que ponctuellement, plusieurs mesures sont appréciées par les Français lorsqu'on les leur rappelle. C'est vrai pour l'allègement des droits de succession. C'est vrai pour le Grenelle de l'environnement, même s'il n'a pas été aussi complet qu'on aurait pu l'imaginer. C'est vrai pour l'adoption du service minimum. Autrement dit, on a des mesures qui sont appréciées. Donc, il est légitime et compréhensible que l'exécutif fasse un exercice de promotion. La position aujourd'hui de François Fillon est un peu difficile à comprendre dans la mesure où il est responsable de la politique qui a été mise en œuvre. Au fond, autrement dit, considérer aujourd'hui que François Fillon joue une partition habile de distinction par rapport à Nicolas Sarkozy, c'est un peu étrange puisqu'il se décrédibilise lui-même en partie, reconnaître des échecs, des difficultés, des obstacles, il s'agit probablement de la crise. Mais il est sur une stratégie au fond d'entre-deux, de porte-à-faux, et je ne suis pas persuadé qu'au fond, la noblesse de la démarche en termes de crédibilité, d'honnêteté et de transparence lui soit totalement bénéfique. Voilà, et puis on verra comment il est reçu également à l'Élysée. Je vous propose d'écouter la réaction de quelques sénateurs UMP. Comment ils ont reçu justement ce bilan
on va dire en demi-teinte, défendue par le Premier ministre. Moi, je ne partage pas tout à fait la vision du Premier ministre parce que je suis encore plus positif que lui. Moi, je crois que ce bilan des 4 ans, il faut l'analyser dans un contexte national et international très difficile. Je crois que le président Sarkozy a bien mis en œuvre tout son programme et il l'a porté, son programme, ce qui lui vaut quelquefois de l'impopularité. Mais pour moi, c'est un président de la République qui a tenu ses engagements. Il y a d'une part, si vous voulez, des succès qui sont incontestables, qui sont les succès notamment en politique étrangère, qui sont les succès aussi dans la gestion de la crise économique quand même la plus importante que la France et l'Europe aient connue depuis la crise de 29. Mais bien sûr, le prix à payer, c'est que cette crise, elle a empêché toute une partie des promesses présidentielles de se réaliser. L'ensemble des collègues adhèrent à la politique menée par le président de la République. Mais personne ne discute, d'ailleurs on l'a vu dans nos campagnes électorales, sur les réformes en fond, dans le domaine du fond. Mais c'est sur la manière. Et le problème du président Sarkozy, c'est de faire passer dans l'opinion qu'il est solide sur le fond et qu'il est accepté dans la forme. Et c'est dans la forme que l'image du président doit être corrigée. Christophe Borgel, le chef du gouvernement, a dit que personne ne reviendra sur la réforme des retraites. Il a été catégorique sur ce point. Est-ce que là, vous pouvez apporter un démenti ce soir? Oui, c'est dans le projet du Parti socialiste. Nous reviendrons sur la réforme des retraites. Il ne s'agit pas de dire qu'il n'y a pas de réforme à faire sur ce terrain-là. Le Parti socialiste en avait proposé une au moment du débat sur les retraites à l'automne. Mais on se souvient à quel point le sentiment d'injustice dans cette réforme était fort. Et donc, nous reviendrons pour une autre réforme. En rétablissant la possibilité de partir à 60 ans à taux plein? Non, ce n'est pas le projet du Parti socialiste. Nous rétablirons la possibilité de partir à 60 ans, oui. Mais donc pas aux conditions d'avant la réforme? Voilà, absolument. Donc voilà, on ne peut pas parler d'une véritable promesse alors? Non, mais si vous voulez, le Parti socialiste n'aborde pas les choses dans une position dogmatique en disant on va... chaque élément qui a été mis en place doit être bousculé. D'abord parce qu'à un moment donné, on ne fait pas changer les choses dans un pays à grands coups de virages et à grands coups de déclarations intempestives. Mais sur la question précise que vous posez, la réforme des retraites, le Parti socialiste est clair. Nous reviendrons dessus, non pas pour qu'il n'y ait pas de réforme des retraites, parce qu'il y a des réalités qui se posent, mais pour qu'il y ait une autre réforme des retraites. Il y a un argument qui est avancé par les sénateurs qu'on a entendu, et puis très avancé par le Premier ministre, qui est un argument qui m'étonne. On nous dit les choses n'ont pas pu être tenues parce qu'il y a la crise. C'est un peu comme si vous alliez demain acheter un vélo chez un marchand de vélo et qui vous disait en descente, il n'y a aucun problème, il marche super bien, mais surtout prenez pas de montée parce que là, il ne marche pas. Vous n'achetez pas le vélo. Bien sûr, c'est plus dur en montée, mais une politique gouvernementale, on doit être capable de la conduire dans les moments faciles et dans les temps de crise. C'est à ça qu'on reconnaît même face à la crise extrême financière que nous avons et que tous les pays ont dû affronter. Mais que tous les pays ont dû affronter et que pas tous les pays ont affronté avec l'injustice avec laquelle le gouvernement actuel a affronté la crise. Allez, on va parler un peu du Parti socialiste maintenant, parce qu'il y a également une effervescence à gauche. François Mickey-Marty, et si tout était joué, c'était le grand titre du Parisien ce matin. Le PS peut-il se doter d'un autre candidat que Dominique Strauss-Kahn, qui est toujours au zénith dans les sondages? Oui, aujourd'hui, il peut. Il peut sans conteste. Aujourd'hui, à quoi assiste-t-on concrètement? On a des souhaits de victoire en faveur de la gauche pour la présidentielle de 2012 et des pronostics de victoire aussi favorables à la gauche dans la perspective de 2012. Néanmoins, je crois qu'il faut remettre les choses en perspective. Aujourd'hui, 4 ans après l'élection de Nicolas Sarkozy à l'Élysée, qu'est-ce qui est en crise véritablement? C'est la démocratie. C'est-à-dire que le discrédit aujourd'hui majeur frappe certes l'exécutif, il frappe surtout la capacité de l'action politique à influer sur la vie des Français. Autrement dit, aujourd'hui, quand bien même on a un rapport de force qui est favorable à la gauche dans la perspective de 2012, on a un doute majeur sur la capacité de la droite et de la gauche à améliorer les choses. Autrement dit, on a un choix en faveur de la gauche par défaut. Ce qui manque, ce sont deux choses. Pas d'adhésion, en quelque sorte. On n'a pas d'adhésion, on n'a pas de crédibilité véritable, et surtout, on n'a pas de rêve. C'est-à-dire, au fond, aujourd'hui, ni la gauche ni la droite ne font rêver à la hauteur de ce à quoi on a pu assister en 2007. La tragédie, d'une certaine manière, de ces dernières années a été de régénérer un crédit majeur en la politique en 2007,
avec les candidatures Sarkozy, Bayrou, Royal, qui étaient des candidatures de renouveau, et 4 ans plus tard, exactement aujourd'hui, les Français ne croient plus en l'action politique. On a aujourd'hui un Français sur 2 qui estime que la démocratie ne peut rien pour lui. Aussi pour la gauche. C'est un piège aussi pour la gauche, et c'est une machine à générer du vote d'extrême droite. Alors, Christophe Borgel, est-ce pour cela que vous donnez tant d'ampleur à l'anniversaire du 10 mai 1981, cette façon de revisiter les grandes années du passé? C'est d'abord pour cela qu'on a souhaité mettre les choses dans le bon ordre, c'est-à-dire proposer aux Français un projet pour indiquer qu'il y avait un chemin qui soit à la hauteur de ce qu'est la nécessité, le changement et le redressement de la France. Et je rejoins François Mickey-Marty, on le sent sur le terrain, le doute sur la possibilité qu'il y ait un autre chemin existe dans notre pays. C'est à la fois le produit d'une crise globale de la démocratie et de l'action politique. Par un travail pour réenchanter la gauche. Mais la question n'est pas simplement de réenchanter la gauche, mais de redresser... la politique. Mais non, la question n'est pas de réenchanter la politique. Je veux dire, c'est pas un problème des politiques entre eux. Ah, il faut faire rêver aussi, nous dit Mickey-Marty. La question, c'est de montrer que dans la mondialisation, la France a un chemin. Et donc la question qui nous est posée, c'est le redressement de la France. Et donc, on a choisi pour cela d'engager ce débat sur le projet tout au long du mois de mai avec le pays. Très bien, le projet. Et puis, il y a des photos qui font débat. Vous avez un commentaire à faire sur ce cliché où l'on voit Dominique Strauss-Kahn l'autre jour à Paris monter dans une Porsche avec Anne Sinclair. Je vois que c'est surtout utilisé d'ailleurs par ses adversaires au sein du Parti Socialiste. On voit ça sur les sites Désir d'avenir. Oui, enfin, ça a surtout été utilisé à la télévision par les conseillers du président de la République. On voit, et ce n'est pas la première fois depuis le début de l'année, le niveau auquel on veut que la campagne électorale ait lieu dans le pays. Je crois qu'il faut s'intéresser aux problèmes des Français. C'est une maladresse là de la part de DSK. Écoutez, honnêtement, vous montez dans la voiture d'un ami, est-ce que vous vous posez souvent quelle est la marque de la voiture de l'ami, ou vous lui dites « Ah non, cette marque-là, je l'aime pas, je monte pas avec toi, je vais à pied ». Faut être sérieux, ramener les choses à ce qu'elles sont. Quand on a les problèmes d'emploi, de pouvoir d'achat et de croissance du pays, on ne plaisante pas avec ce genre de sujet. Merci à tous les trois d'avoir participé à cette édition. Allez, tout autre sujet maintenant. On ouvre à nouveau le dossier du nucléaire après Fukushima. La France doit se préparer à des accidents inimaginables. Une déclaration aujourd'hui du directeur général de l'Institut de sûreté nucléaire, Jacques Repussard, devant l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et techniques. Sénateurs et députés, en effet, ont mené leur première audition et ils iront sur le terrain pour évaluer les risques. Tam Tranui. La catastrophe de Fukushima a changé la donne. Près de 2 mois après le séisme, les ouvriers de TEPCO ont pris le relais des robots pour réduire la radioactivité de la centrale japonaise. En France, les parlementaires se penchent sur les dispositions prévues pour protéger la population en cas d'accident nucléaire. La saisine de l'Office aujourd'hui par les 2 assemblées anticipait en fait. Elle était prévue avant l'accident de Fukushima. Mais il est certain que cet accident donne une acuité particulière au problème. La mission parlementaire sur la sécurité nucléaire a ainsi prévu 6 auditions publiques et surtout 6 visites de sites d'installations nucléaires et d'industries liées à la filière. Parmi elles, la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine en région parisienne, celle de la Hague-Flamanville qui est aussi le site où se construit le premier réacteur de 3e génération, l'EPR, le site industriel du Tricastin dans la vallée du Rhône et surtout Fessenheim, la plus ancienne centrale en activité en France, située de surcroît dans une zone sismique. Le parc nucléaire français est le 2e au monde avec ses 58 réacteurs répartis sur 19 sites. 75% de l'électricité du pays est produite par le nucléaire. Une situation qui fait débat en France après Fukushima. La mission parlementaire rendra ses conclusions le 30 juin. Avec nous, Marie Zarditi de l'association France Nature Environnement. Vous êtes spécialiste du nucléaire. Merci d'être avec nous. Enfin, vous suivez ces dossiers de très près. Donc, s'il y a un accident en France, il ne sera pas standard. C'est un mot qui a été également utilisé aujourd'hui. Il ne sera pas standard en raison de la compétence d'EDF. Ça, c'est le directeur général de l'Institut de sûreté nucléaire qui l'a dit. Donc, ce serait qu'un accident extrême. C'est-à-dire que, en règle générale, rarement se produisent les accidents qu'on a prévus. Puisque ceux qu'on a prévus, on a quand même fait ce qu'il faut pour y faire face. Alors, il peut toujours y avoir un truc qui tombe en panne et qu'on n'avait pas prévu, ou etc. Mais globalement, les vrais accidents graves, c'est ceux qu'on n'a pas prévus. Alors, vous en tirez-vous quelle conclusion ?
J'en tire des conclusions que voilà, on a eu Three Mile Island, les Américains, on a eu Tchernobyl, les Russes, on a maintenant Fukushima, les Japonais. Je veux bien imaginer, comme certains nous le disent, qu'on est tellement les meilleurs du monde que chez nous ça n'arrivera jamais, mais ça y est, le discours a changé. Certains disent, ben oui, on ne peut pas non plus garantir que chez nous ça n'arrivera jamais. D'accord, ça c'est sur les risques, mais sur le fond et sur le maintien de la filière nucléaire, le discours n'a pas changé, notamment celui de Nicolas Sarkozy. Vous l'avez entendu l'autre jour à Gravelines. Alors, sur ce discours précis, autant ça me paraissait normal, autant je vais vous le dire qu'il n'allait pas dire qu'on sorte du nucléaire, c'était évident. Ce qui m'a très profondément choqué, c'est qu'il a dit qu'il ne voulait pas réduire la part du nucléaire. Il ne s'agit pas de dire on n'en sort pas, il s'agit de dire aujourd'hui il fait 80%, on garde 80%. Donc il a dit le gouvernement pousse EDF à développer les énergies renouvelables. Oui mais attendez, comment voulez-vous pousser de développer les énergies renouvelables si vous dites le nucléaire doit faire 80%? Je veux bien faire plus, l'hydraulique fait déjà chez nous entre 10 et 15%, nous voilà à 95%. Donc on a quelques pouillèmes pour les renouvelables. On peut augmenter d'un petit pouillème, mais c'est tout. Puisque, de toute façon, il ne veut pas réduire le nucléaire. Donc, en part. Donc, finalement, le reste, ça n'est que du discours, c'est-à-dire des déclarations d'intention. Mais, en réalité, il n'y a pas de volonté du tout de réduire, d'augmenter, ne fût-ce qu'un tout petit peu, la part des énergies renouvelables. Le chef de l'État considère que ceux qui s'en prennent à la filière nucléaire mentent, car si on s'en passe, dit-il, eh bien, il faudra dire aux Français que les prix de l'électricité seront multipliés par 4. Alors, je ne sais pas par combien ils seront multipliés si on s'en passe. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il est clair que si on continue, ils vont de toute façon augmenter. Alors, ils vont augmenter pour plusieurs raisons. La première, évidente, c'est que c'est écrit dans tous les documents d'EDF. Je vous rappelle, le président d'EDF vient de dire qu'il faut augmenter de 30% en 5 ans. Mais je vous rappelle que le président précédent, qui a été viré pour ça, avait dit qu'il faut augmenter de 20% en 3 ans. Bon, c'est à peu près pareil. Je vous rappelle que dans les documents d'EDF elle-même, à Flamanville, on nous disait le kilowattheure de Flamanville va nous coûter, en coût de revient, de production, 45 € le mégawattheure. 5 ans après, on n'est plus sur la filière, le Flamanville c'était le premier, c'était le pilote, il devait donc coûter plus cher. 5 ans après, on fait Penly, donc c'est le même, mais le petit frère, qui devrait donc coûter moins cher. Voilà qu'il est prévu dans les documents entre 55 et 60. Ce qui veut dire 40% d'augmentation en 5 ans. Bien. Dixi d'EDF. Est-ce que vous faites confiance à l'audit qui a été lancé par le gouvernement et puis par le travail des parlementaires également, qui vont aller visiter les centrales, celles où il y a eu justement des incidents? Alors, qu'est-ce que je fais confiance? Je pense que c'est bien d'aller faire un audit. Ça, nul, on va essayer d'aller voir. On a quand même passé à côté de trucs. Tout le monde se rappelle 99 du côté du Blayais. On a eu très très chaud. Donc, parce que ce qui s'est passé, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce qui fait un accident, c'est quand on perd le refroidissement, quand on perd l'électricité. Vous avez une vague qui monte au-delà de prévu de la centrale, terminée. Donc on a 6 centrales à Gravelines en bord de mer, on a le Blayais, on en a plein partout. Donc qu'on fasse un audit de sécurité, d'accord, mais un vrai. C'est-à-dire qu'on imagine, entre guillemets, l'inimaginable. Sinon, c'est pas la peine. C'est-à-dire qu'on imagine qu'un avion puisse s'écraser sur une centrale. Tous les experts poussent justement à envisager les scénarios les oui, plus je rappelle que la France est un peu réticente à utiliser les inimaginables. C'est-à-dire qu'elle a envie de dire est-ce qu'on a bien pris en compte tout ce qu'on avait déjà pris en compte, mais on va peut-être faire un peu plus. Ah, on avait dit qu'on allait faire un sismique à 5,5, on va peut-être faire 5,8. Non, c'est pas ça. D'accord. Donc vous attendez ces audits, ces expertises, mais vous restez vigilante. Merci beaucoup, Maryse Arditi de France Nature Environnement. À 22h, Sonia Mabrouk pour le prochain journal sur Public Sénat. Tout de suite sur la chaîne parlementaire Assemblée nationale, pile et face. Bonsoir à tous.